Le soleil frappe la plaine poussiéreuse. L'odeur du cuir chauffé, de la sueur et du sang flotte dans l'air. Face à l'ennemi, une légion romaine s'apprête à combattre. Mais avant de brandir son glaive, chaque soldat a suivi un rituel précis, invisible aux yeux des historiens pressés. Celui du repas. Car un estomac vide ne conquiert pas un empire. Ce que mange un légionnaire en 24 heures n'est pas qu'une question de survie. C'est une machine logistique, calculée pour marcher des dizaines de kilomètres, creuser des fortifications et tuer sans faiblir. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas un simple menu antique, mais l'arme secrète de Rome. Sous un ciel d'orage, les collines d'Alésia s'emplissent d'un silence tendu, seulement troublé par le cliquetis métallique des armures et le frottement régulier des meules de pierre. Les légions, rangées comme un mur vivant autour de la forteresse gauloise, ne brandissent pas encore leurs glaives. Elles s'affairent à un autre combat, plus discret, mais tout aussi vital, celui de nourrir la machine humaine qui écrasera l'ennemi. Sur le sol battu des camps romains, des silhouettes se penchent, les mains fermes sur les manivelles de leurs moulins portatifs. Le blé brut, distribué au poids précis, environ 830 grammes par homme, se transforme lentement en une farine grossière, émaillée encore de petits fragments dorés. Les visages sont fermés, concentrés. Ici, moudre le grain n'est pas une corvée, mais un acte militaire, aussi nécessaire que l'aiguisage d'une lame. Chaque soldat connaît l'importance de ce rituel. La pulse, cette bouillie, épaisse, héritée de siècles de tradition, ne se contente pas de remplir l'estomac. C'est un carburant conçu pour soutenir des marches épuisantes, pour alimenter les muscles lors des assauts, pour maintenir l'esprit lucide au milieu du chaos. Les cuisines improvisées s'emplissent de l'odeur douceâtre du grain chauffé dans l'eau, parfois relevé d'une poignée d'herbes séchées ou d'un filet d'huile d'olive soigneusement préservé. Entre deux gorgées, certains lèvent les yeux vers la colline où les Gaulois se retranchent, comme pour mesurer la distance qui les sépare encore du choc final. Ce repas, frugal, pris dans le froid du matin ou la poussière du soir, n'a rien d'un festin, mais il est imprégné d'une gravité silencieuse. Chaque bouchée, chaque cuillerée avalée rapproche l'armée romaine de la victoire. Dans cet instant suspendu, on perçoit la philosophie invisible qui régit la légion. Un soldat doit savoir se battre, mais aussi survivre par ses propres mains. Les ustensiles sont rudimentaires, les gestes méthodiques, comme une chorégraphie apprise depuis les campagnes précédentes. On broie, on mélange, on cuit, et déjà les rangs se reforment autour des foyers avant de s'éparpiller pour d'autres tâches. Monter les palissades, creuser les tranchées, surveiller l'ennemi. Ce n'est pas le luxe qui circule dans les marmites, mais la discipline, cette même discipline qui permet de tenir un siège pendant des semaines, sans faiblir, sans céder aux caprices du ventre. À travers cette routine culinaire, Rome impose sa marque. Même dans la boue et le froid, l'ordre prime, le corps est préparé, et l'esprit reste fixé sur un seul horizon, celui de l'attaque à venir. Et ainsi, au cœur du plus grand siège de l'histoire de la République, la guerre commence bien avant la première frappe. Elle commence dans le frottement régulier de la meule et la chaleur discrète d'un feu de camp qui mijote la pulse des conquérants. Sous la lueur tremblante des torches, la réalité du repas du légionnaire romain apparaît dans toute sa rudesse, loin des images populaires d'un soldat riant devant un feu de camp, un morceau de viande tendre à la main. Les routes de campagne, souvent isolées et hostiles, ne livraient que rarement leurs promesses de viande fraîche. La plupart du temps, ce qui tombait dans la gamelle du soldat n'avait rien d'attrayant, de la viande salée à l'excès, ou séchée au point de résister presque à la lame d'un couteau dont chaque bouchée exigeait un effort de mâchoire digne d'un combat. Les dents grinçaient,
Les gorges se serraient, mais on avalait tout de même, car la faim n'avait pas le luxe du dégoût. À côté, un pot de garum, cette sauce de poisson fermentée au parfum pénétrant et presque agressif, attendait d'être versée sur le pain ou les légumes secs, lentilles, pois chiches, fèves, pour en briser la monotonie. Cette odeur âcre, insupportable pour certains, était pour d'autres la signature rassurante d'un repas complet, une constante dans l'instabilité des campagnes. Mais il y avait, parfois, une rupture dans cette austérité, un geste inattendu, presque tendre dans son calcul, la distribution d'un fromage de chèvre, rare et précieux, juste avant une bataille décisive. Ce n'était pas un luxe culinaire, mais une arme morale. Le goût crémeux et salin, la texture qui fondait presque en bouche après des semaines de dureté alimentaire, réveillait dans chaque soldat un sentiment oublié, celui de la maison, du foyer, de la chaleur des siens. Ce fromage, à cet instant, ne nourrissait pas seulement le corps. Il ravivait une flamme intérieure, renforçait les liens entre compagnons d'armes, insufflait un courage plus vif que n'importe quel discours du centurion. L'armée romaine avait compris que la nourriture pouvait être un levier psychologique aussi puissant qu'un mur de bouclier. Un goût familier devenait une promesse silencieuse, celle de survivre et de rentrer, celle de vaincre pour mériter à nouveau ce fragment de douceur. Ainsi, au milieu des rations dures, des saveurs fortes et parfois rebutantes, Rome savait distiller, avec précision et calcul, un moment de réconfort calibré. Non pas pour adoucir la guerre, mais pour mieux en préparer la brutalité. L'image rassurante de convois réguliers arrivant de Rome, chargés de vivres pour nourrir les légions, s'effondre dès que l'on plonge dans la réalité brute des campagnes militaires. La survie de l'armée reposait moins sur un réseau d'approvisionnement continu que sur une prédation méthodique et parfaitement assumée. Quand les cohortes s'enfonçaient en territoire ennemi, elles n'étaient pas suivies de longs trains de vivres envoyés depuis l'Urbs, mais elles faisaient de la terre qu'elles foulaient leur garde-manger. Les champs étaient moissonnés de force, les granges vidées, le bétail conduit en colonne derrière les chariots de guerre. C'était une économie de guerre totale, où l'ennemi n'était pas seulement combattu sur le champ de bataille, mais affamé, privé de ses ressources vitales. Les paysans voyaient disparaître, en quelques heures, des mois de travail, et les campagnes traversées par Rome restaient souvent stériles pendant des saisons entières après leur passage. Dans ce pillage organisé, l'alcool occupait une place particulière. Les réserves de vin, soigneusement entreposées dans des amphores, étaient systématiquement réquisitionnées et intégrées dans la ration quotidienne, mais non pas comme plaisir ou luxe. Ce vin, toujours coupé d'eau, servait à désinfecter la boisson et à maintenir un minimum d'hygiène dans un environnement où l'eau, claire, était rare et souvent contaminée. Plus étonnant encore, certains textes militaires, notamment ceux de Végès, évoquent la distribution régulière d'une boisson que l'on jugerait aujourd'hui presque imbuvable. Le posca, un mélange d'eau et de vinaigre, aigre, amer, presque agressif pour les papilles, mais d'une efficacité redoutable pour tuer les bactéries et maintenir l'hydratation des soldats. Ce breuvage, détesté par certains mais indispensable aux marches prolongées, devint un symbole silencieux de l'adaptabilité romaine. Une armée prête à sacrifier le confort pour gagner en endurance. Ce système de ravitaillement, brutal mais pragmatique, démontrait que Rome avait compris, bien avant les empires modernes, qu'une guerre se gagne aussi par l'estomac et par la santé des troupes. La Légion n'était pas seulement une formation de combat, c'était une structure mobile, autonome, capable de s'alimenter, de se soigner et de continuer sa marche, même coupée de toute base arrière. En cela,
elle incarnait déjà ce que nous appelons aujourd'hui une logistique militaire intégrée, où chaque soldat était à la fois un combattant, un collecteur, et un rouage d'une machine de survie parfaitement huilée. Ce que Rome mettait dans la gamelle de ses soldats n'était pas seulement une ration. C'était un programme de conditionnement physique et mental, pensé pour façonner un type d'homme précis, résistant, endurant, capable de pousser son corps au-delà de ce que l'instinct de survie commande. Chaque portion de blé, chaque gorgée de posca, chaque morceau de viande sèche était calibré pour nourrir une machine de guerre humaine qui devait, jour après jour, avancer, creuser, construire, combattre, recommencer. Un légionnaire pouvait couvrir plus de 30 kilomètres en une seule journée, le dos voûté sous un équipement qui pesait parfois plus lourd qu'un enfant de 12 ans. Les pieds en feu dans des sandales alourdies de boue, la gorge sèche, et pourtant tenir sa place au moment du choc contre la ligne ennemie. Ce n'était pas un exploit ponctuel, c'était une norme, rendue possible par un régime dépouillé de toute fantaisie, mais optimisé pour délivrer le maximum d'énergie avec le minimum de ressources. En privant ces hommes de mets rares et raffinés, Rome leur inoculait une philosophie de vie. On ne compte pas sur le hasard ou sur des privilèges. On se prépare à vivre et à combattre avec ce que l'on a sous la main. Cette sobriété forcée forgeait une discipline qui débordait largement la sphère alimentaire. Elle formait des réflexes, un rapport au confort où tout surplus devenait suspect, presque dangereux, car il risquait d'émousser la volonté. Sur un champ de bataille, cela se traduisait par un avantage psychologique décisif. Le légionnaire, habitué à la dureté et à l'économie, conservait son sang-froid, là où d'autres perdaient leurs moyens, dès que la fatigue ou la faim s'installaient. Face à des adversaires parfois mieux nourris, parfois plus rapides à se plaindre ou à céder, l'homme de Rome restait implacable, car il savait qu'il pouvait endurer plus longtemps, attendre le moment où l'ennemi faiblirait. Ainsi, chaque repas, aussi modeste soit-il, n'était pas seulement du combustible. C'était un entraînement quotidien à la résilience, une répétition mentale et physique de l'épreuve ultime, celle où il faudrait rester debout quand tout en soi hurlerait d'abandonner. Au cœur des ruines humides de Vindolanda, là où les vents du nord de la Bretagne balaient les vestiges d'un monde disparu, les archéologues ont mis au jour une découverte qui brouille la frontière entre la vie austère des légionnaires et les fastes des élites romaines. De minuscules grains de poivre noir et des graines de coriandre préservés dans les sédiments d'anciens foyers militaires. Ces épices, venues d'aussi loin que l'Inde ou les rives du Moyen-Orient, n'ont pas leur place, à première vue, dans la gamelle réglementaire d'un soldat stationné aux confins glacés de l'Empire. Comment ces parfums exotiques ont-ils pu voyager à travers mers et continents pour se retrouver dans les mains de quelques hommes isolés derrière un mur de pierre, loin des marchés de Rome ou des banquets des sénateurs? Était-ce un privilège discret accordé à certains officiers pour récompenser leur fidélité? Ou bien le signe que, même au plus bas de l'échelle, certains savaient exploiter le système, échanger un service, détourner une cargaison, glisser une pièce dans la bonne main? Peut-être aussi que Rome, fidèle à sa nature d'araignée tissant sa toile, avait su relier jusqu'à ses garnisons les plus reculées à un réseau commercial colossal, où les marchandises circulaient plus vite que les rumeurs. Car derrière ces quelques grains noirs et ces graines parfumées, il y a une vérité que les chroniques officielles taisent. La conquête ne se mesure pas seulement en terre prise ou en ennemis vaincus, mais aussi en saveurs importées, en habitudes culinaires transmises, en gestes du quotidien imprégnés d'un monde plus vaste. Ce poivre et cette coriandre, réduits aujourd'hui à l'état de poussière archéologique, sont les témoins muets d'une Rome qui contrôlait tout, jusqu'aux épices qui relevaient le pain d'un soldat.
Dans chaque bouchée, il y avait une victoire invisible, celle de l'Empire sur les distances, les cultures et les limites apparentes de son pouvoir. Dans la poussière des camps et le tumulte des batailles, le repas du soldat romain n'était pas une simple nécessité biologique, mais l'ossature invisible d'un empire qui s'étendait sur 3 continents. Chaque grain de blé soigneusement pesé, chaque ration sèche et calibrée, chaque gorgée de posca avalée, sans plaisir apparent, portait en elle un message clair. Rome ne se contentait pas de vaincre par la force, elle modelait ses hommes pour qu'ils deviennent la force. Ce système alimentaire, spartiate mais terriblement efficace, ne nourrissait pas seulement des corps. Il forgeait des volontés capables d'encaisser la faim, la fatigue et la peur sans rompre. Ainsi, le glaive qui transperçait les lignes ennemies n'était que l'aboutissement visible d'un autre arsenal, plus discret, construit jour après jour dans les gamelles fumantes des légions. Car la puissance de Rome ne résidait pas uniquement dans ses murs, ses routes ou ses armées, mais dans cette capacité à transformer le repas en outil de conquête, à faire de l'alimentation une arme stratégique. Et si, au fond, l'histoire de ces victoires ne se lisait pas seulement dans le sang versé, mais aussi dans la lente cuisson d'une pulse, dans le goût amer d'un posca avalé à l'aube, alors on pourrait dire que l'Empire a bâti sa gloire moins avec ses épées qu'avec ses marmites.